Le maïs ondulait comme une mer d'or sale sous le vent d'automne, ses feuilles froissant l'air en chuchotements antiques. Jordan Hale s'arrêta au bord du champ, la voiture encore tiède derrière lui, et regarda. Ce qui l'attendait n'était pas ça. Pas une maison basse, pas une clôture cabossée, pas une silhouette qui s'arc-boute contre le soleil tardif. Devant lui, entre deux rangées, une femme s'occupait d'un petit groupe d'enfants. Leurs cheveux captèrent à la lumière comme des éclats d'argent. 3 paires d'yeux se tournèrent vers lui, et quelque chose dans l'alchimie de ses regards fit que son cœur eut l'air de se briser en silence. Il avait appris à lire des bilans, des marchés, à mesurer des risques en pourcentage qui ne laissèrent jamais de place aux surprises. Cette vision, en revanche, ne rentrait dans aucun tableau. Il descendit de la voiture sans réfléchir, des feuilles craquant sous ses pas. L'odeur du sol mouillé, du foin, du café, pensa-t-il, comme si l'odeur pouvait le ramener, monta et l'entoura, familier et étranger. Maya Williams se redressa à la vue de l'homme. Sa chemise était maculée de terre, ses mains portaient encore le signe d'un travail récent. Ongles courts, une coupure fine au bout d'un doigt. Elle tenait la main d'un petit garçon qui cherchait son attention, tandis que 2 filles se pressaient contre ses jambes, comme si la chaleur humaine pouvait être une armure suffisante. Il y eut un instant, un battement d'ailes, une longue seconde, où Jordan vit, aligné sur la table de leur vie, les gestes qui avaient manqué dans la sienne. Il sentit la voix venir de sa bouche avant d'avoir décidé de parler. Elle fut courte, sans calcul, telle qu'elle pouvait naître d'un choc. « Qu'est-ce que tu fais ici, Maya ?» Le mot « ici » était un territoire. La terre qu'il avait autrefois considérée comme perdue, inutile. Un coin qu'il avait cru céder au temps. Maya le regarda comme on jauge un visiteur imprévu dans une vieille maison. Sa surprise contenait autant de défis que de fatigue. Elle n'eut pas à répondre qu'un froissement sec, presque timide, se fit entendre. Une enveloppe tomba d'un sac accroché au dossier d'une chaise en plein air. Elle glissa, heurta le sol, se renversa, et un instant tout sembla se figer dans le bruit minuscule de ce papier. Les enfants se turent. Les 3 visages se tournèrent vers l'objet comme attirés par un aimant. Jordan s'approcha. Sur l'enveloppe, l'écriture était presque illisible d'avoir jauni. Un nom, une date, peut-être une adresse, des signes de choses qui n'avaient pas été prononcées. Il la ramassa sans savoir pourquoi il le faisait. Un instinct ancien, la main d'un homme qui regarde des preuves et cherche la logique perdue. La réaction de Jordan fut visible avant qu'il ne l'entende. Un souffle coupé, les épaules qui se tassent, la mâchoire qui se serre comme pour contenir un mot trop large. Ce moment-là, cru et froid, fut la réaction choquante dont tout le monde parlerait plus tard. Il regarda successivement Maya et les enfants, puis leva la tête et murmura, plus pour lui-même que pour elle. « Ce n'est pas possible. » Maya resta digne, les yeux calmes, mais il y eut un afflux d'émotions qu'elle retint. Les enfants, eux, étaient trop jeunes pour comprendre le sens de tout cela. La plus âgée, Grace, regarda Jordan et dit d'une voix claire mais timide, « Vous êtes qui ?» Ellie, la suivante, serra un nounours usé contre sa poitrine. Samuel, qui avait le menton taché de boue, lui offrit une poignée de terre comme si c'était un présent. Les mots de Jordan, quand ils vinrent, furent maladroits, bancals. Il ne savait pas comment nommer ce mélange de culpabilité et d'incrédulité. Je pensais que cette terre était vendue. Je croyais... » Sa voix s'éteignit. Il n'acheva pas la phrase. Qu'il croyait que ça appartenait au passé. Qu'il croyait avoir tourné la page. Parce que les phrases trop longues auraient sonné comme des promesses creuses. La lettre, l'objet clé, fut inscrite dans la scène comme une condamnation douce. Maya la regarda, puis regarda Jordan. Elle ne l'ouvrit pas. Les papiers, pensa-t-il, peuvent être des pierres lancées sur des ponts détruits. Ils peuvent rappeler ce qui a été abandonné. Mais Maya n'avait pas besoin d'un tribunal pour savoir la vérité. Ses yeux disaient qu'elle avait construit avec ses mains ce que lui avait fui avec ses principes. Ce fut à ce moment que l'air changea. Les sons de la ferme reprirent, comme si la nature elle-même reprenait sa place après une brève interruption humaine. Le vent joua dans le maïs, un poulailler commenta d'un claquement sec, et une clochette suspendue à l'entrée de la véranda tinta,
rappelant au monde que la vie continuait. Jordan sentit, pour la première fois depuis longtemps, l'urgence du temps qui passe autour d'une vérité qu'il n'avait pas su protéger. Maya parla alors, la voix basse sans chercher à le blesser mais en énonçant les faits comme des pierres sur un sentier. « Tu es venu à l'époque où on n'avait besoin de rien de toi. » Elle fit une pause puis ajouta, plus dur encore, mais sans vindicte. « Maintenant, il y a 3 raisons pour lesquelles je ne peux plus te laisser partir sans réponse. » La charge contenue dans cette phrase pesa sur Jordan comme un inventaire. Il regarda les enfants, Grace essuyant la poussière sur ses genoux, Ellie qui pinçait le bord de son pull, Samuel qui grattait un mot dans la terre. Ils avaient ses traits à lui, l'arête du nez, la ligne du sourcil, un pli de la lèvre. Ce fut la preuve la plus simple, la plus implacable. Il sentit la culpabilité, lourde, mais aussi une culpabilité autre, plus nue. La reconnaissance que tout cela tenait aussi à son absence. Il y eut une dispute brève, pas spectaculaire, faite de petites vérités qui claquent. Maya parla de nuits sans sommeil, de factures repoussées, des mois où une main suffit à tout faire ployer. Jordan tenta de parler de ses choix, de ses erreurs, de cet homme qu'il avait cru devoir être, protecteur d'un empire, mais pas d'un foyer. Les mots tombèrent à plat, les enfants regardaient, parfois se levant, parfois recroquevillés autour des pieds de Maya comme si leur présence suffisait à réparer l'air. La scène prit fin, non par une réconciliation, mais par un retrait. Jordan remonta dans sa voiture. Le moteur ronronna, la poussière se souleva et il partit sans un plan, comme un homme qui quitte son propre portrait pour échapper au jugement qu'il venait juste de reconnaître. La lumière décroissait. La silhouette de Maya, éclairée par la lente décoloration du jour, resta là, ancrée à la terre. Il ne conduisit pas loin. La ville la plus proche était une tache brillante au loin, et il trouva un motel à la lisière de la nuit, néon pâle et moquette usée, un endroit qui sentait le café et l'ennui. Dans la chambre, il prit l'enveloppe qu'il avait fourrée dans sa poche. Ce qu'il n'avait pas voulu regarder en public, il l'ouvrit désormais, avec les doigts d'un étranger. Dedans, une lettre. L'écriture était la sienne, ou presque. Une main tremblée par l'époque, un message qui n'avait jamais été posté. Et en dessous, une photo polaroid, les bords jaunis, montrant un bébé emmailloté, sa petite bouche ouverte en un cri muet, une date griffonnée au dos, des années plus tôt. La photo avait la force d'un coup. Jordan sentit sa poitrine se fermer. Les souvenirs, ces choses tapies au fond des tiroirs, se mirent à respirer. Il se rappela une chambre trop petite, une table couverte de cartes de visite, une promesse de départ. Il se rappela une jeune femme qui avait choisi de croire, puis d'attendre. Il se rappela qu'il n'avait pas signé la lettre, qu'il n'avait pas envoyé l'enveloppe. Le motif était simple, peur, orgueil, ce mélange qui dévore autant l'homme que le temps. La nuit fut courte. Il dormit dans une espèce de torpeur, avec la photo sous l'oreiller comme une confession contre lui. Le matin, la chambre sentait le tabac et le café froid. Il resta un long moment assis sur le bord du lit, la photo entre les mains, regardant l'image d'un visage qu'il n'avait pas vu grandir. Il pensa à la responsabilité comme à un verbe, pas un trésor qu'on peut acheter. Être père demanda des muscles, pas seulement des chèques. Il décida de revenir. Ce qui suivit fut moins une décision héroïque qu'une résolution laborieuse. Le retour à la ferme fut sans tambour ni cérémonie. La voiture traversa la route de gravier, entra à nouveau dans le champ, et Jordan descendit. Maya le vit venir. Il n'arriva pas avec des mots parfaits. Il apporta un sac d'outils, des vêtements qu'il espérait assez rustiques pour être vrais. Il ne demanda pas immédiatement pardon. Il commença par faire. Le premier matin de son retour fut fait de gestes simples. Il se leva avant les enfants, la brume encore accrochée aux feuilles, pour former de courts bijoux sur les toiles d'araignée. Il prit un vieux mug ébréché que quelqu'un possédait depuis toujours. Il savait, d'instinct, la valeur sentimentale d'un objet qui tient à une histoire. Maya le remarqua. Elle n'attendit pas de grands discours. Elle mesura les progrès d'un homme par la répétition de ses actes. Jordan tapa chaque clou avec hésitation, remit en ordre un poulailler dont les planches menaçaient de s'effondrer. Là où ses mains avaient, autrefois,
signer des accords et caresser des stylos. Elles durent maintenant apprendre la résistance d'une planche, la courbe d'un clou. Les doigts lui furent d'abord maladroits. Il apprit à nouer un fil de clôture, à rattraper les poules qui s'étaient aventurées trop près de la route, à remplir un seau et à le porter sans que l'eau ne gicle. Ces actions répétées contenaient une vérité que les mots ne sauraient remplacer. L'homme reprenait une place par la sueur et l'humilité. Les enfants étaient méfiants, puis curieux. La première fois qu'une petite main se posa sur son bras, ce fut un choc électrique de possibilités. « Monsieur », dit Grace au début, formelle comme si elle s'efforçait de maintenir une distance digne. Puis un matin, elle le regarda en train de raccommoder un filet et sans la formalité des grandes personnes, dit simplement « Merci ». Le mot était court, mais il pesa plus qu'un long discours. Il fallut des jours pour gagner un geste, des semaines pour en gagner un autre. Il y eut des ratés, un seau d'eau qui se renversa sur des bottes neuves, un repas brûlé, des remarques muettes de Maya qui le renvoyèrent à une liste de fautes passées. Mais il y eut aussi des victoires minimes. La pompe du puits qui reprit, et l'eau qui, poussée par son bras, jaillit claire et froide, le poulailler réparé qui avait l'air presque digne de confiance, la cabane dans l'arbre où les enfants, les yeux brillants, le laissèrent clouer la dernière planche et gravèrent sous leur proclamé « Hail Treehouse ». Ce nom fut prononcé avec la même fierté que l'on donne en héritage. Jordan l'entendit et sentit quelque chose, d'abord fragile, se défaire à l'intérieur. L'idée que ce nom n'était pas un label publicitaire mais le début d'un lien. Il ne l'imposa pas. Il laissa l'expression venir d'eux comme quelque chose qui s'attachait peu à peu à lui. Il y eut une image qui revint, encore et encore, comme un leitmotiv. Une petite clochette, le wind chime, que Maya avait suspendu l'été où elle avait pensé à tout perdre et à tout garder. Le vent la fit chanter léger au-dessus de la porte. Jordan la regardait souvent. Elle sonnait comme un point de rassemblement, un rappel de ce qui reste quand tout semble dispersé. Les voisins au début observaient à distance. Miss Clara, qui tenait l'épicerie du coin et savait tout par voie de route et par courrier, vint poser des tartes sans grandiloquence. Le pasteur Arlon prêcha moins et écouta plus. Il se présenta certains soirs pour dire qu'il priait, mais ses mains montraient surtout qu'il portait des sacs d'outils ou du bois. Un après-midi, une vieille femme apporta un panneau peint à la main. « This land is ours », mais en lettres simples, et quelque part Jordan sentit que la phrase, écrite par d'autres, lui était prêtée pour être faite sienne. Jordan apprit que l'amour ne se rachète pas par des chèques. Il apprit aussi, peut-être avec plus d'amertume, que l'argent attire le regard, des regards d'intérêt, des calculs froids. Mais ses pensées restèrent pour l'instant dans la tête, embrouillées, comme des nuages dont il n'était pas encore l'heure d'éclaircir l'horizon. Les petits gestes firent éclore des scènes d'une grâce discrète. Un matin, Grace se réveilla et, sans souci de la formalité, grimpa dans son lit et glissa sa main dans la sienne. « Papa » demanda-t-elle, la nuance incertaine, comme on teste un mot neuf sur la langue. Jordan sentit monter en lui la terreur et la joie en même temps. Accepter ce mot signifiait renoncer à certaines sécurités, endosser des fautes qu'il porterait désormais. Il répondit d'abord par un sourire maladroit, puis par une étreinte qui dura plus longtemps qu'une poignée de secondes. Le mot n'échappa pas aux lèvres de Maya, muette dans son observation, approuvant sans le dire. Les jours passèrent, ponctués par ces fragments d'ordinaire. La soupe partagée après la journée de travail, la décision de planter quelques pommiers en ligne droite, la réparation d'une clôture sous la pluie. Jordan apprit que la constance se nourrissait d'ennuis utiles. Il prit l'habitude d'arriver avant l'aube pour voir les enfants partir à l'école, de rester tard pour raccommoder une porte. Chaque acte bâtissait un pont plus solide que sa volonté du premier jour. Mais la tranquillité était trompeuse. Une ombre s'allongeait, faite d'un autre genre d'intérêt, d'un regard extérieur qui ne tarderait pas. Jordan, assis un soir sur la marche devant la maison, avec une tasse ébréchée de café entre les doigts, le même mug qu'il avait remarqué le premier matin, regarda la route et comprit que retrouver sa famille ne l'isolait pas du monde qu'il avait façonné. Quelque chose dans la distance, un vrombissement lointain le rappelait. On n'échappe pas si facilement aux conséquences de son passé.
Il y eut un soir particulier qui conserva le goût d'un basculement. La communauté avait improvisé une petite soirée. Un feu, du pain, des enfants qui murmurent des histoires et s'échangent des secrets. Jordan, pour la première fois depuis des années, écouta sans négocier. Des voisins racontèrent comment Maya avait tenu tête aux banques, comment elle avait remplacé chaque planche découpée à la hâte, comment elle avait appris à faire des factures et à gérer la saison. Les historiettes étaient dites avec tendresse, mais avec la fermeté d'un peuple qui protège ce qu'il a entrepris de sauver. À un moment, Miss Clara leva son verre et dit à l'Assemblée « On accueille qui décide de rester ». La phrase, simple, avait la profondeur d'un code coutumier. Jordan regarda Maya. Il sut alors que tout était moins dans ce qu'il avait perdu que dans ce qu'il choisissait désormais de garder. Le feu projeta des ombres sur les visages, et les enfants, fatigués, s'endormirent contre les genoux des adultes, protégés. Cette nuit-là, il marcha seul jusqu'à la cabane dans l'arbre. Là, il trouva la boîte en bois, usée, qui contenait des choses précieuses. Un bracelet d'hôpital avec un numéro presque effacé, une première paire de chaussures, une lettre non timbrée qu'il avait écrite jadis et laissée dans l'obscurité d'un tiroir. Il prit chaque objet comme on prend un témoin, et les posa devant lui. La clochette du wind chime tinta doucement dans l'obscurité. Il reconnut soudain que la réparation, pour convenable qu'elle fût, ne serait complète que si ses actes trouvaient aussi une défense dans la vérité publique. Mais penser à cela, pour l'instant, c'était déplier un autre plan, une autre bataille qu'il n'était pas prêt à livrer sans la force de ceux qui l'avaient déjà aidé. Il rangea la photo dans sa poche, referma la boîte et descendit de la cabane. La ferme dormait, seules les étoiles, au-dessus, semblaient indifférentes à ces désordres humains. Mais Jordan ne s'endormit pas ce soir-là avec la conviction naïve que tout serait facile. Il avait pris un premier engagement, mais il savait que l'engagement devait être soutenu par la persévérance. Il se considérait comme un homme qui avait réparé une fuite dans son propre navire, conscient que d'autres vagues viendraient. Il avait maintenant un nom brodé sur la cabane et des enfants qui prononçaient « papa » d'un ton qui hésitait encore. Il avait réappris comment tenir une hache, comment rattacher une serre, comment écouter sans défendre. Et à l'aube suivante, lorsqu'un moteur passa au loin et que le vent fit chanter la clochette, Jordan sut que le monde extérieur, celui des contrats et des comptes, finirait par frapper à la porte de cette terre retrouvée. Il respirait, préparé à un combat qu'il n'avait pas encore vu entièrement, mais qui, il le sentait, pourrait mettre à l'épreuve tout ce qu'il commençait à réparer. Si cette scène vous a surpris, likez et dites-nous d'où vous regardez. Les jours suivants furent une succession de minuties et de progrès. Jordan apprit à reconnaître la voix de chaque enfant. Il se leva à l'aube pour aller chercher des œufs, revint en courant quand Samuel leur offrit, fièrement, une poignée pleine de terre comme un trésor. Il colla une rustine sur la roue du chariot, ramena un vieux tracteur en marche, et chaque soir, la maison retentissait d'un bruit nouveau. Rires mêlés, bruit de vaisselle, conversation à voix basse. Ces sons, pour lui, n'avaient pas de prix. Pour autant, la réconciliation ne s'enveloppait pas d'un voile naïf. Maya restait prudente. Elle accepta son aide parce qu'elle n'avait pas le luxe d'un refus quand les journées furent longues et les nuits sans sommeil. Mais elle n'étendit pas d'aveuglement. Les questions restaient suspendues. Pourquoi revenir maintenant? Qu'est-ce qui avait profondément changé? Jordan répondait en travaillant. La transformation se lisait dans ses mains. Elle n'était plus seulement celle d'un homme d'affaires. Elle devenait les mains d'un homme qui peut réparer, porter, creuser, semer. Un après-midi, alors qu'il réparait la toiture d'un hangar, il trouva, caché sous une latte, un petit paquet enveloppé dans du papier gras. À l'intérieur, un petit carnet, des dessins enfantins, des dates écrites à la hâte, un petit mot griffonné, pour qui a besoin de se rappeler. Ce fut une autre pièce découverte, une petite archive d'une vie tenue à bout de bras. Jordan la prit comme une promesse. Il comprit que la mémoire de ce lieu ne se limitait pas au nom sur un acte, mais qu'elle était faite de ces brefs instants consignés dans l'intime. Les voisins commencèrent à parler plus librement. Ils notèrent ses efforts, mais ils observèrent aussi un changement plus large.
la façon dont la terre elle-même semblait répondre. Les graines qu'on planta ce printemps-là prirent plus vite qu'on ne l'espérait. Le pommier qu'il avait aidé à replanter sembla reprendre vigueur. Peut-être n'était-ce qu'une illusion d'optique, mais Jordan interpréta ces signes comme des encouragements. Il nourrissait sa conviction qu'il était possible, à force de constance, de réécrire les histoires. Pourtant, alors que sa place se consolidait à l'intérieur du cercle familial, l'ombre d'une autre présence resta en retrait, dans l'angle mort de sa tranquillité retrouvée. Une silhouette au loin, l'empreinte d'un véhicule qui s'éloignait trop rapidement, une question sans réponse sur des visites imprévues de représentants d'entreprises dans les zones rurales. Jordan sentait une hostilité possible envers ce havre, et cela l'obligeait à penser hors du cadre de son propre repentir. La terre qu'il défendait pouvait attirer des appétits étrangers, et la sauvegarde de cet endroit demanderait bientôt plus que des réparations de barnes et de cœurs. Les enfants, eux, découvrirent avec délice que leur père revenant n'était pas seulement une main qui pliait du linge, mais qu'il savait aussi construire une balançoire solide entre deux branches. Les après-midi furent remplis de cette légère angoisse douce, la peur que le bonheur soit trop fragile pour durer. Pourtant, il riait, il criait, et chaque pas de joie témoigna d'une reconstruction qui allait au-delà d'un seul homme. Un soir, alors que la famille dîna depuis la table en bois sur laquelle tant de choses avaient été discutées et oubliées autrefois, Jordan prit la photo et la posa au centre. Il ne la brandit pas comme une preuve ou comme un trophée, mais comme une fondation. Il dit simplement, sans flafla, sans théâtralité, « Je ne vais pas tout réparer en un jour ». Sa voix était calme, et dans le silence qui suivit, Maya répondit d'un regard qui contenait à la fois fatigue et possibilité. Les enfants, eux, se blottirent plus près. Ils comprirent quelque chose d'essentiel. Leur quotidien avait désormais une présence stable. Mais la paix était préparée, et c'est dans cette préparation que la tension monta doucement. Jordan savait que son retour n'était pas un acte isolé. Il était la première pierre d'un édifice fragile, et il avait conscience d'un murmure qui courait déjà à la lisière des terres. Il ne pouvait pas encore nommer la menace, mais il entendait le vent annoncer le changement. Il se prépara, sans le savoir tout à fait, à un affrontement qui mettrait à l'épreuve non seulement sa volonté de père, mais la valeur même de la communauté qu'il venait rejoindre. La fin de cette séquence ne fut pas un point d'arrivée, mais une respiration suspendue. Une vibration neuve traversait le village. Le retour d'un homme, 3 enfants qui avaient les yeux de leur père, une femme qui tenait tout d'une main ferme, et une communauté qui commençait à s'organiser autour d'un lieu. Les actes avaient commencé à parler plus fort que les paroles. La cabane arborait désormais un petit panneau peint à la hâte, Hail Tree House. Le windchime gardait son officieuse sentinelle sonore. Dans la poche de Jordan, la photo reposait, comme une promesse inachevée. Au moment où il posa la tasse ébréchée sur la table, en fin de soirée, et qu'il regarda une dernière fois la silhouette calme de Maya qui ramassait des jouets, il sut que la réparation accomplie jusqu'ici n'était qu'un premier pas. Il savait aussi, sans pouvoir encore en tracer les contours, que d'autres forces, plus patientes et plus méthodiques, allaient bientôt mettre sa résolution à l'épreuve. Il sentit la responsabilité, désormais, non plus comme une dette, mais comme un projet, un terrain à défendre, des racines à enfoncer, une histoire à écrire, ensemble. Le vent avait apporté avec lui quelque chose de moins naturel que l'odeur du foin, un murmure mécanique de pneus sur gravier, la vibration sèche d'un moteur qui ne passait pas inaperçu dans un village, où l'on connaissait chaque arrivée. C'était Logan Bradford qui arriva la première fois, immaculé comme une carte de visite vivante, un sourire calibré et un dossier sous le bras. Il s'arrêta à la lisière du champ, où la cabane dans l'arbre se profilait, et observa la ferme avec la même neutralité qu'un homme qui inspecte un bien à vendre. Maya, qui finissait de ranger des gamelles, le vit avant que Jordan ne l'entende. Elle se tenait droite, sans s'alarmer, juste prête. Les enfants jouaient non loin, inconscients de la formalité qui venait de sonner à leur porte. Logan descendit de sa voiture et fit un pas vers la maison, ses chaussures propres n'écrasant pas la boue comme les bottes des voisins. Il parla d'abord au nom d'une entreprise. Ses mots furent polis, aseptisés, comme des pansements sur une plaie vive. « Nous sommes intéressés par l'acquisition du terrain, dit-il,
en ouvrant son dossier avec la précision d'un homme qui récite un texte appris. Il évoqua des chiffres, des options, des délais. Il posa une feuille, une offre, sur la table en bois de la véranda, comme on dépose un instrument sur un autel où l'on espère faire pencher les cœurs. Jordan observait sans bouger, ses mains serrées sur le mug ébréché qu'il avait adopté comme une relique. Maya lut la proposition avec la même attention qu'un fermier qui jauge la pluie à venir. Elle plia la feuille sans sourire. Logan s'attendait peut-être à une réaction prompte, à la signature, à un remerciement. Il eut la surprise de trouver le silence. Maya répondit calmement qu'elle n'était pas à vendre. Jordan sentit la tension, non pas dans ses doigts, mais dans quelque chose qui lui coupait la gorge. Logan tenta alors une autre approche. Il baissa légèrement la voix, parla d'opportunités, de modernisation. Il invita Jordan à son bureau en ville pour discuter sérieusement. Jordan répondit par un simple « non », et ce « non » fut pour la suite une pierre lancée dans la mare. Logan fit demi-tour comme on quitte une réunion à moitié gagnée. Il eut toutefois, quelques jours plus tard, le ton plus ferme. Des courriers officiels arrivèrent, des lettres rédigées en caractères neutres signées par un cabinet que Jordan reconnut vaguement. Charles Ridley en tête, avocat confirmé. Les documents semblaient bénins, mais leur multiplication fit l'effet d'un filet lent qui se referme. On commença à planter des piquets aux marges des parcelles, et un panneau de mesure apparut, discret mais menaçant, au bord d'un chemin. Quelqu'un avait fait venir un géomètre. La première nuit où quelque chose de plus agressif survint, la famille dormait. On découvrit au petit matin que quelqu'un avait passé un coup de clé le long d'un des côtés de la remorque et avait entaillé le métal. Les pneus du petit tracteur avaient été crevés. Ce n'était pas un vol, juste un message. Votre tranquillité est vulnérable. Les enfants, réveillés par l'agitation, ne virent que des adultes qui s'inquiétaient. Aucun geste vers eux ne fut menaçant. La menace était cérémonielle, calculée pour faire peur sans toucher. La communauté ne se contenta pas d'observer. Miss Clara arriva avec des sandwichs et une caisse de lanternes que le pasteur Arlon aida à allumer. Les voisins vinrent, non pas pour juger Jordan, personne n'avait l'illusion d'être sanction, mais pour dresser auprès de Maya une barrière humaine. Ils aidèrent à changer les pneus, à relever une serrure, à déplacer le tracteur sous la véranda afin qu'il dorme en sécurité. La présence corporelle des villageois devint la première ligne de défense. Ils comprennent une langue que l'argent ne parle pas. La présence, murmura Miss Clara à Jordan un soir, alors qu'ils replacèrent ensemble une planche de la remise. Jordan, qui jusque-là vivait de décisions prises derrière des bureaux à l'autre bout de la ville, sentit une nostalgie étrange et furieuse. Il aurait voulu utiliser l'argent pour effacer la peur. Mais il apprit, dans ses nuits de réparation, que l'argent n'efface pas la quinte de terreur qu'on envoie comme message. Ce qu'il fallait, se rendit-il compte, était autre. Attention, organisation, documents, témoins. C'est Marianne Collier qui arriva ensuite, de manière presque prophétique. On l'avait recommandée non pour son panache mais pour sa constance. Elle avait vu des maisons tomber et d'autres se relever. Marianne se pencha sur la boîte en bois contenant la lettre non envoyée, sur la photo Polaroid, sur le bracelet d'hôpital et sur la collection de petits objets qui formaient l'archive intime de la ferme. Elle prit chaque chose avec le même respect que pour une pièce de théâtre dont le moindre accessoire conte une histoire. La première chose, dit-elle simplement, c'est de tout rassembler. Le reste, on le construit après. Elle parla peu de droit technique. Elle expliqua la mécanique de la preuve, cohérence, traces, chronologie. Elle nota les dates, prit des copies des reçus que Maya gardait pour la vente des légumes au marché, demanda à Jordan de désigner les témoins. Et surtout, ce qui devint plus tard essentiel, elle conseilla de documenter chaque acte d'intimidation, de photographier, de noter les heures. La stratégie n'était pas de rentrer en guerre, mais de séparer le bruit de ce qui compte. La préparation prit des semaines qui semblèrent à la fois lentes et urgentes. On organisa des réunions dans l'église, où le pasteur Arlon prêtait parfois sa salle et sa présence. Les voisins signèrent des déclarations. J'ai vu Logan Bradford stationner 3 fois ce mois-ci. À telle date, des piquets ont été plantés. Tel soir, quelqu'un a coupé.
Miss Clara apporta des reçus et des anciens carnets de la ferme prouvant l'entretien de la terre sur des années. Des photos furent prises d'arbres marqués, des témoignages consignés sur un petit carnet. Chaque preuve était une brique que Marianne assemblait. Jordan n'intervenait pas seulement physiquement. Une part de lui, désormais, apprenait à être le gardien des traces. Puis il y eut la découverte, qui changea le cours possible de la bataille. Un matin, un ouvrier qui avait été aperçu à prospecter aux abords de la ferme la semaine précédente, oublia, ou laissa, un dossier dans sa camionnette. Miss Clara, en remplissant ses sacs pour la marche vers le marché, vit le dossier entre les sièges. Quelque chose dans la façon dont il avait été posé, ses coins froissés, semblait dire qu'il ne devait pas être là. Elle le prit, l'ouvrit brièvement et, reconnaissant un en-tête connu, courut trouver Marianne. La pièce découverte fut présentée à la communauté de la même manière qu'on présente une relique. Sérieuse, humble, redoutable. C'était un mémo, bref, daté, plein d'abréviations prudentes mais explicites sur la stratégie d'acquisition de terrain. Il parlait de priorité à long terme, de cibles isolées, de temporisation des procédures et de l'importance d'acquérir par pression plutôt que par transaction amiable. Il n'était pas sensationnel sur le plan des formules. Il était terrible par sa franchise tacite. Les initiales d'un signataire étaient présentes en bas, CR, qui faisait écho à un nom déjà présent dans les courriers reçus. Marianne sourit sans joie. « On l'appellera pièce A », dit-elle en la rangeant dans sa chemise. La présentation de cette pièce modifia la perception. L'affaire n'était plus un simple différend, mais s'inscrivait dans une stratégie plus large. Cela permit aussi d'unir la communauté autour d'une colère mesurée. Ce n'était pas seulement l'agression contre une famille, mais contre ce que la communauté considérait comme son territoire moral. Les jours qui suivirent eurent un air de préparation pour une rencontre majeure. Des affiches furent peintes à la main. Notre terre, notre avenir, soutien à Maya et aux enfants. On organisa une vente de limonade et des pâtisseries devant l'épicerie de Miss Clara, pour récolter des fonds afin de couvrir les frais nécessaires. Jordan, qui s'était toujours méfié de ce que la foule puisse dire, apprit que la foule n'était pas forcément un tribunal d'opprobre, mais aussi une communauté protectrice. Les enfants participèrent, Grace vendit des gâteaux qu'elle avait décorés, Ellie fit des bracelets qu'elle proposa contre quelques pièces, Samuel ramassa des branches pour allumer un petit feu de démonstration. Ils apprenaient ce que signifiait la solidarité active. La journée de l'audience arriva avec le ciel bas et clair d'un matin d'hiver. La salle était plus pleine que ce que Jordan avait imaginé. Voisins, amis, le pasteur Harlon, Miss Clara, quelques journalistes locaux qui avaient senti l'histoire. Logan Bradford pénétra dans la salle avec Charles Ridley à ses côtés, sérieux, légèrement tendu. L'atmosphère n'était plus rurale. Elle avait la densité d'une ville rassemblée pour un moment décisif. Marianne se déplaça avec l'aisance d'une femme qui avait préparé chaque pas. Son plan fut simple et rigoureux. Établir la continuité de la propriété et de l'occupation, démontrer les actes d'intimidation et, surtout, montrer que l'entreprise adverse avait déployé une stratégie visant des propriétaires vulnérables. Elle demanda la parole, présenta les documents, les reçus de la ferme, la lettre non envoyée que Jordan avait gardée, la photo du bébé, le bracelet d'hôpital et la pièce A, le mémo trouvé dans la camionnette. La juxtaposition de ces éléments produisit un effet d'évidence. Il ne s'agissait pas d'un simple malentendu. Les témoignages vinrent l'un après l'autre. Chacun simple, sans emphase. Miss Clara raconta l'histoire des saisons, la manière dont Maya avait tenu la ferme. Le pasteur parla des services communautaires que la famille offrait. Un voisin décrivit la manière dont des piquets avaient été plantés et comment une camionnette avait rôdé tard dans la nuit. Marianne laissa parler les preuves et les visages. Jordan, assis au banc des intéressés, sentit le poids de la parole des autres le porter et, dans le même temps, révéler ce que lui seul avait tenté de réparer, un lien. La défense tenta de minimiser. Charles Ridley fit ce que son métier impose. Il présenta la chose sous l'angle de la légalité et de la normalité des démarches d'entreprise. Il suggéra que la pièce A manquait de contexte, tenta de lui ôter sa force. Mais Marianne, dans un moment de calme détermination, fit ce que la procédure n'autorise pas toujours,
mais que la vérité demande. Elle montra comment les pièces s'articulaient. Elle plaida non seulement les faits, mais l'intention qu'ils dessinaient. Le juge resta impassible, attentif, comme un arbre qui écoute la tempête monter avant d'en juger la violence. Le grand instant fut la reconstitution. Marianne, avec tact, montra la chronologie des courriers, juxtaposa la photo polaroid avec la lettre non envoyée et le mémo, et fit défiler, un à un, les témoignages qui confirmaient que l'intimidation avait été employée pour effacer la résistance. Les voisins dans la salle se levèrent, soutien visible, et la force collective de leur présence changea le rapport de force. Jordan, qui avait appris à laisser les actes parler, sentit une émotion sourde. La justice, souvent lente et imparfaite, se présentait ce jour-là comme une possibilité tangible. Quand le juge prononça sa décision, courte, mesurée, à l'image de ceux qui ne veulent pas écrire des leçons mais régler une chose, la salle retint son souffle. Il reconnut l'existence d'un schéma qui rendait litige, et sur la base des éléments présentés, ordonna que la propriété reste sous la garde de ceux qui l'occupaient, en précisant que la procédure devait tenir compte des preuves d'intimidation et des mémos trouvés. Il ne parla pas en termes de revanche. Il parla en termes de réparation. La propriété devait être préservée pendant qu'étaient menées les démarches de clarification. Pour Marianne et la communauté, c'était une victoire nette, née d'un dossier qu'ils avaient construit avec soin. La réaction fut humaine et bruyante. Jordan sentit ses épaules se relâcher, puis la tension se rompit en larmes qu'il n'avait pas prévues. Il se leva, marcha vers Maya qui pleurait sans bruit, et ils se prirent sans parole. Deux corps qui se retrouvent après une traversée. Les enfants, serrés contre leurs proches, ne comprirent pas l'ensemble des mots, mais ressentirent la chaleur de la tenue collective. Logan Bradford, quant à lui, eut une expression qui n'était ni outrée ni étonnée. Il refit ses comptes. On vit Charles Ridley serrer les poings puis se reprendre, conscient qu'une partie de son argumentaire avait volé en éclats devant une réalité que la communauté avait su mettre en évidence. Le lendemain de la décision, la ferme retrouva ses habitudes avec l'étrange douceur d'après-tempête. Les voisins vinrent encore plus nombreux, certains pour aider à réparer ce qui avait été endommagé la nuit. Un panneau peint fut accroché à la clôture. « This land is ours ». Mais cette fois, la peinture s'accompagnait de sourires et d'un sentiment de partage qui n'était ni vindicatif ni triomphal. Jordan commença à comprendre que la victoire n'était pas un point d'arrivée, mais une responsabilité redoublée. Il n'avait pas racheté la famille par un acte financier. Il l'avait regagnée par la constance, et maintenant, par la défense de ce lieu. La vie reprit ses rites. On planta un verger en commun, symbolique autant que pratique. Des pommiers alignés comme une promesse. Jordan prit une pelle, non par posture mais par conviction. Il planta à côté des enfants, leur montrant comment enfoncer la terre, poser la motte, arroser. Il y eut un moment qui resta pour toujours. Grace planta la première pomme, ses petites mains enfonçant la motte avec la détermination de quelqu'un qui sait ce qu'elle défend. Jordan posa sa main sur la sienne, et il ne dit pas beaucoup. « Nous allons en prendre soin. » C'était peu et tout à la fois. La scène de la fête qui suivit ne fut pas un spectacle, mais une procession d'humanité retrouvée. On fit des tartes, des grillades, des musiques, des jeux que les enfants inventèrent. On peignit une nouvelle pancarte pour la cabane, Hail Tree House, en lettres vernies. Le wind chime fut accroché à la branche la plus haute, et le vent fit son chant. Marianne sourit à Jordan. La loi avait été une arme, mais la fête rappelait l'essentiel. Ce qui avait été sauvé n'était pas qu'un lot de terrain, mais un réseau de vie. Il y eut aussi des moments calmes. Hors de la fête, Jordan prit la boîte en bois, la photo, le bracelet, la lettre non envoyée, et les enterra sous une pierre plate au pied du premier pommier planté. Il posa une petite plaque qui ne cherchait pas l'ostentation. Pour ceux qui ont choisi de rester, il mit la photo dans une enveloppe puis la glissa sous la pierre, comme on enterre un secret pour le protéger. C'était un geste symbolique, mais pour lui chargé. Il y avait une confession, puis une action qui rendait la conscience légère. La famille, rassemblée, posa une main sur la pierre, plusieurs mains à la fois, et les enfants, curieux, demandèrent pourquoi.
On leur expliqua simplement qu'on plante des traces pour que d'autres sachent ce qu'on a aimé. Ils acceptèrent, d'un regard honnête. Le temps remit sa marche normale. Les saisons firent leur œuvre. Un été de croissance, un automne de récolte, un hiver de repos. Jordan continuait à travailler avec les mêmes gestes qu'il avait appris. Réparer, clouer, arroser, écouter. Parfois il rentrait à la ville, non pour fuir mais pour régler ce qui devait l'être. Rencontrer fournisseurs, trouver des semences, organiser des ventes. Mais il ne se réfugiait plus dans les chiffres pour éviter l'intime. Son argent servait désormais à des achats réfléchis. Des outils, des matériaux, des livres sur l'agriculture que les voisins partageaient. Non comme un talisman, mais comme un moyen. Les enfants grandissaient sous un ciel qui, s'il portait encore des nuages, avait appris à se lever avec des promesses vraies. Grace tenait la petite étiquette de la cabane. Ellie décorait la table chaque dimanche avec des fleurs sauvages. Samuel courait avec une vieille corde et inventait des jeux nouveaux. Ils ne furent jamais l'objet d'un drame public, juste des enfants qui apprenaient que leurs racines tenaient dans la terre et dans la main des autres. Les jours d'anniversaire, la communauté se rassemblait encore plus volontiers. On peignit la cabane. On grava des noms sur le bord du bois. On laissa de petites traces qui disaient « Nous avons été ici. Nous avons participé ». Jordan, qui jadis savait acheter des objets pour lui-même, commença plutôt à offrir des services, réparer la toiture d'un voisin, conduire l'un au rendez-vous, partager des récoltes. Il n'effaçait pas ses erreurs anciennes, il les rendait lisibles par l'action. Il y eut des moments où l'adversaire, s'il n'avait plus l'appareil de pression légale, continuait à lorgner. On croisa encore des représentants, on reçut des offres plus subtiles, des propositions de développement. Jordan apprenait à dire non sans arrogance. Il n'y avait rien de triomphal à cela, juste la détermination d'un homme qui avait appris, à la fois, l'humilité et la responsabilité de tenir ce qu'on lui avait confié. Maya, dont la prudence n'avait jamais été une fermeture mais une armure construite au fil des nuits, observait ce chemin. Il partageait, désormais, une parole faite plus d'actes que de promesses. Leur relation s'écrivait en actes répétés. Arriver avant l'aube, rester après la tombée, réparer ce qui s'abîme. La transformation la plus visible, peut-être, fut dans les gestes quotidiens. Jordan prit l'habitude, chaque matin, de remplir la mangeoire des poules avant de prendre son café. Un jour, Grace, un brin espiègle, déposa sur la table un dessin. 3 arbres et une cabane avec un homme debout à côté. En dessous, elle avait écrit avec son écriture d'enfant. « Papa qui reste ». Jordan lut, la gorge serrée, puis laissa le dessin là, sur la table, visible aux autres. Le dessin ne changea pas le monde, mais il le transforma pour lui. Il n'était plus un homme qui venait réparer une erreur. Il devenait consistant dans sa présence. Les mois passèrent, et l'histoire prit une autre dimension. La ferme, loin de redevenir un simple foyer, devint un lieu où certains se réunissaient pour partager savoir et outils. On organisa des ateliers de semis, des échanges de semences, des soirées où l'on parlait de pratiques qui respectèrent la terre. La ferme devint un réseau de transmission. Jordan y participa. Son savoir d'homme d'affaires se retourna pour servir de pont. Il aidait à organiser la vente des produits, à créer un petit calendrier de marché, à mettre en relation des acheteurs locaux. Là où l'argent avait jadis séparé, il devint catalyseur d'échanges. Il resta, bien sûr, des jours difficiles. Les souvenirs, parfois, revenaient comme des saisons qu'on ne maîtrise pas. Jordan avait des moments où, seul, il relisait la lettre non envoyée et comprenait la profondeur de sa lâcheté. Il n'absoudait rien. Il acceptait de porter la critique quand elle venait. Et il sautait sur l'occasion d'apprendre. Maya, de son côté, conservait une prudence noble. Elle ne pardonnerait pas d'un claquement, elle offrit la confiance par petites doses que Jordan sut gagner en actes répétés. L'épilogue ne fut pas un point final, mais une série d'affirmations. Un matin, alors que les premières fleurs du verger écloraient, on organisa une petite cérémonie. Les voisins, encore, se rassemblèrent. On posa une plaque simple près de la cabane. Hail Treehouse, propriété partagée, gardien fidèle. Jordan prit la parole, peu humblement. Il remercia ceux qui avaient tenu la main. Il remercia surtout Maya,
et il dit aux enfants que ce terrain était désormais un lieu où ils pourraient grandir avec la certitude d'être protégés. Il parla de promesses qu'on tient par la répétition, non pas par des éclairs de générosité. La dernière image évoquée fut celle d'un après-midi calme. Les enfants jouaient dans la cabane, leur voix se mêlant au tintement du wind chime. Jordan tenait la même tasse ébréchée, désormais propre et usée d'un usage aimé. Maya était près de lui, tenant une manche, et il ne sut s'il avait été conduit à l'indulgence ou à la gratitude. Il posa sa main sur la sienne, et leurs doigts s'entrelacèrent, comme pour sceller une route longue et incertaine. Il y eut un dernier geste symbolique. Jordan creusa un petit trou auprès de la pierre où était enfouie la photo. Il ne fit pas cela pour la mémoire seule, mais pour la promesse. Il y glissa une petite boîte contenant la lettre non envoyée, non plus comme une accusation, mais comme un rappel, et y ajouta une autre chose, une nouvelle photo, prise le matin même, où l'on voyait tous ensemble la cabane, les enfants, et le verger en arrière-plan. Il n'enterra pas la lettre pour l'oublier. Il la plaça pour que, dans l'avenir, quelqu'un puisse déterrer un fragment d'histoire et lire que des erreurs peuvent être reconnues et réparées, pas par la grandeur d'un geste, mais par la constance d'une vie. La ferme, désormais, avait un nom qui sonnait moins comme une marque et plus comme une promesse. Hale Tree House n'était pas seulement un endroit, c'était une responsabilité partagée. Jordan le comprit non pas comme une récompense, mais comme un travail quotidien. Ses réactions initiales, celles choquantes du premier face-à-face dans le champ, avaient déclenché un voyage qui n'était pas seulement d'intérieur. Il avait provoqué une transformation collective. L'homme qui, autrefois, gérait des bilans sans toucher la terre, était devenu quelqu'un qui savait brusquement l'odeur d'un pommier, la résistance d'une porte, la légèreté d'un rire d'enfant. Il savait aussi que la menace ne disparaîtrait pas avec une seule décision de justice. Il l'accepta. Mais il sut, plus encore, que la communauté, la preuve patiente de leur ensemble, était un rempart durable. L'argent, la pression, la tentation de tout vendre n'étaient plus les leviers ultimes. Ce qui faisait tenir la ferme, c'était la volonté d'un voisin qui vient réparer une serrure un soir, d'une vieille dame qui porte une tarte, d'un pasteur qui prête sa salle, d'une avocate qui rassemble les traces, et Jordan, qui avait appris les prix et les comptes, mesura une nouvelle balance, celle des actes répétitifs et de la loyauté tendue comme une corde solide. Le soleil descendait sur la ferme ce soir-là. Les enfants, fatigués, se blottirent contre leurs parents. Maya, sans grande proclamation, prit la main de Jordan. Ils restèrent ainsi, un peu à l'écart, regardant la cabane dans l'arbre et le verger qui commençait à dessiner leur propre silhouette contre le ciel. Les voix des voisins, lointaines, s'éteignaient doucement. Jordan posa la main sur la table, sur la tasse ébréchée, et se dit qu'il n'y avait pas de dernière parole à prononcer, seulement une succession d'engagements à honorer. Si vous avez été touché par cette histoire, partagez-la. Que la communauté protège ce qui compte est une leçon qui mérite d'être entendue.